L'honorable Diane Leboutillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée fédérale de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, a tenu un point de presse virtuel, ce jeudi 28 mars, afin d'annoncer des mesures concernant les familles de l'Est du Québec, en prévision du dépôt du budget fédéral de 2024. Bonjour à tous et à toutes. Puis, je suis très heureuse de pouvoir vous parler cet après-midi. Je sais qu'actuellement, on a des médias des quatre coins de l'Est du Québec avec nous aujourd'hui. Donc, pour ceux et celles avec qui je n'ai pas l'habitude de m'entretenir, je veux vous souhaiter particulièrement la bienvenue. Comme vous le savez, avoir une réelle chance de bâtir une vie au sein de la classe moyenne, de réussir aussi bien que nos parents et même mieux, c'est la promesse du Canada depuis toujours. Aujourd'hui, pour trop de jeunes Canadiens et Canadiennes, cette promesse n'est pas respectée. Les obstacles sont trop grands et cette chance n'existe pas. Pour beaucoup de jeunes Canadiennes et Canadiens, le passage à la vie adulte est difficile. Les milléniaux qui ont atteint l'âge adulte au début des années 2000 ont subi le chaos et les défis de la grande récession de 2008. Et de nombreux membres de la génération Z sont d'ailleurs devenus adultes au plein milieu de la pandémie de la COVID-19. Ces deux générations, tant bien que mal, tentent d'avoir une carrière, de fonder une famille à une époque d'inflation où les taux d'intérêt et le coût du logement sont élevés. On peut comprendre que beaucoup de jeunes Québécois et Québécoises ont l'impression de se retrouver au pied du mur. L'équation, elle ne fonctionne plus. Autrefois, si l'on trouvait un emploi puis qu'on travaillait dur, on était généralement assuré de faire partie de la classe moyenne. Aujourd'hui, les jeunes Canadiens et Canadiennes peuvent trouver un bon emploi, peuvent travailler dur, mais force est de constater que le retour sur l'investissement reste trop souvent hors de portée. Nous avons atteint un moment charnière pour les milléniaux et la génération Z. Ils sont remplis de talent et de potentiel. Ils ont besoin de voir et de sentir que notre pays peut fonctionner à leur avantage, que la promesse du Canada existe toujours et qu'elle peut encore se concrétiser. Ce qui nous unit en ce moment, c'est le désir d'aider tout le monde à réaliser les promesses du Canada et de se voir offrir une chance équitable d'accéder à la classe moyenne. Aux jeunes Québécois et Québécoises, je veux vous dire que vos inquiétudes sont fondées et vos frustrations sont compréhensibles. Je veux aussi vous dire que nous avons un plan pour bâtir un Canada qui fonctionne mieux, où ils pourront tirer leur épingle du jeu, où leur travail acharné portera ses fruits et où ils pourront s'acheter une maison. Ils pourront réaliser la promesse de notre pays et avoir une chance réelle d'accéder à cette fameuse classe moyenne. Mais la grande question qui demeure, bien sûr, c'est comment allons-nous y arriver? Tout d'abord, nous allons accélérer la construction de nouveaux logements dans tout le pays et ça inclut bien sûr l'ensemble de l'Est du Québec. En effet, le meilleur moyen de faire baisser les prix des logements est d'augmenter l'offre et de le faire rapidement. C'est pourquoi nous allégeons les formalités administratives et réformons les zonages afin que davantage de logements soient construits plus rapidement. Nous finançons également la construction d'un plus grand nombre d'appartements et de logements abordables dans l'ensemble du pays. Ensuite, nous aiderons à réduire le coût de la vie. Nous avons apporté des améliorations au filet de sécurité sociale du Canada pour toutes les générations pour réduire le coût de la vie. Les garderies à 10 par jour, concept québécois duquel on est très fiers, qui a littéralement inspiré le reste du pays, font déjà économiser des milliers de dollars par année aux jeunes parents. De nouveaux programmes aident à payer les rendez-vous chez le dentiste et les médicaments, y compris les contraceptifs, et viennent encore davantage alléger le fardeau financier. Et dans le prochain budget, nous prendrons d'autres mesures pour rendre la vie plus abordable et aider les jeunes à gagner du terrain. Nous agissons maintenant et nous agissons avec des objectifs précis parce que le coût de l'inaction aujourd'hui devra être porté par les jeunes de demain. Nous avons une responsabilité envers eux et en ne faisant rien, on les laisserait pour compte. Nous allons les aider à réaliser la promesse du Canada avec un plan économique responsable qui réduit notre ratio dette-PIB. Et il permettra de faire croître l'économie pour veiller à ce que le solide filet de sécurité sociale d'aujourd'hui soit abordable pour les générations à venir.
Vous le savez, notre gouvernement s'est engagé à créer un système pan-canadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants abordables avec un investissement de 30 milliards de dollars, dont 6 milliards seulement pour le Québec. D'ici lundi prochain, le 1er avril 2024, la garde d'enfants ne coûtera maintenant que 10 dollars par jour ou moins dans 8 provinces et territoires. Plus particulièrement au Québec, qui bénéficie déjà d'un tel système depuis des décennies, cette mesure a depuis permis de créer plus de places dans les services de garde et a contribué à réduire les listes d'attente. Cela dit, on le sait que le travail n'est pas terminé. Et aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous annoncer en exclusivité l'un des piliers de ce plan, qui se trouvera dans le prochain budget fédéral déposé par la vice-première ministre Freeland le 16 avril prochain. Dans un premier temps, nous offrirons 1 milliard de dollars en prêts et 60 millions de dollars de subventions non remboursables aux fournisseurs de services de garde d'enfants sans but lucratif pour la construction et l'agrandissement de garderies. Les modalités dépendront bien sûr des ententes que nous avons l'intention de conclure avec le gouvernement du Québec, qui possède déjà son propre système depuis bon nombre d'années. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'en facilitant la construction et l'agrandissement de services de garde d'enfants, on créera inévitablement plus de places dans le réseau et désengorgerons les listes d'attente du Québec. Et ça ne pourra que bénéficier à plus de jeunes familles dans l'Est du Québec et pourquoi pas permettre d'en attirer d'autres. Dans un deuxième temps, on sait aussi que la pénurie d'éducateurs et d'éducatrices en service de garde frappe partout au pays et l'Est du Québec n'en fait pas exception. On sait qu'il est plus important que jamais de pallier à ce problème, notamment en créant plus d'incitatifs financiers pour attirer davantage d'éducatrices dans les régions rurales et éloignées du pays. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer que le budget 2024 inclura aussi 48 millions de dollars dans le but d'offrir un pardon de prêt étudiant aux éducateurs de la petite enfance qui choisiront de s'installer en région rurale et éloignée. Le montant de ce pardon dépendra du nombre d'années qu'ils exerceront en région. Il s'agit d'un programme qui existe déjà pour les médecins et infirmières et on souhaite l'élargir pour maintenant inclure les éducatrices en service de garde. Au Québec, le tout sera bien évidemment sujet à des négociations avec le gouvernement provincial qui administre son propre programme de prêts et bourses. Cela dit, à terme, une fois une entente conclue avec Québec, je demeure convaincue que cette mesure permettra d'attirer encore plus d'éducatrices ou d'éducateurs chez nous en région. En terminant, je tiens à dire qu'avec une annonce comme celle d'aujourd'hui, notre objectif est vraiment de tracer un chemin vers la classe moyenne pour des millions de jeunes Canadiens et Canadiennes. Nous construirons davantage de logements, nous contribuerons à rendre la vie moins chère, nous dirigerons notre économie vers une croissance qui améliorera la situation de tout le monde. Et dans tout ce que nous faisons, on a toujours gardé en tête de maintenir la promesse du Canada à la portée de nos jeunes générations. Et ça, on le doit à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants. Et c'est avec tout mon cœur et c'est avec tout mon engagement politique que je le dis. Merci à tous et je suis maintenant prête à répondre à vos questions. J'aimerais ça que vous me traduisiez ça clairement de ce que ça veut dire concrètement pour l'Est du Québec, votre annonce d'aujourd'hui. Écoutez, comme je le disais, il y a des négociations qui vont se faire avec Québec et ça va se traduire plus concrètement là, puis plus spécifiquement là, dans dans l'avenir, là, après, lorsque le budget aura été, le budget aura été émis. Mais comme je le mentionnais, c'est comme le 6 milliards qui avait été alloué vers Québec. Les ententes se sont prises, puis on a vu des places se développer en garderie. Puis je peux vous dire, moi, pour être sur le territoire, que les gens, quand on parle de rétention d'employés, quand on parle d'avoir des jeunes, puis on avait la ministre, une secrétaire parlementaire des familles qui était avec nous il y a un mois passé dans le comté, puis partout, on nous a parlé de l'importance d'avoir des places en garderie pour pouvoir faire
pour avoir de la rétention d'employés. Moi, là, ça me fend le cœur d'entendre on a qu'une mère de famille me dise, moi, là, je reste à Saint-Siméon, puis je travaille à l'hôpital de Chandler et je dois voyager soir et matin parce que j'ai pas de place en garderie. Ça fait quand on connaît les distances, on sait qu'il y a du travail à faire, puis pour ça, ben, pour nous, c'était important d'annoncer des argents, puis de voir après avec Québec, comment Québec, parce que ça fait partie d'un champ de compétences aussi du gouvernement provincial, mais de voir dans les discussions comment Québec va le concrétiser là, au niveau de nos milieux ruraux. Quand vous parlez de 60 millions là, pour la construction, 48 millions pour de prêts étudiants, là, ça, c'est à l'échelle du pays, c'est pas juste pour l'Est du Québec, là. C'est à l'échelle du pays. Ce qui a été annoncé ce matin, c'est vraiment à l'échelle du pays. Vous n'avez pas peur de la confrontation Québec-Ottawa une fois de plus? Ça fait quelques accrochages là, avec le gouvernement québécois. Ben écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est quand je rencontre les gens, là, quand je rencontre les familles, quand je rencontre les gens qui me disent qu'on a besoin d'avoir un logement, eux, là, ils ne se demandent pas, ça vient-tu du fédéral ou ça vient-tu du provincial? Ce que les gens nous disent, c'est travailler ensemble, puis faites en sorte là, que nous, là, on puisse avoir accès à un logement, qu'on puisse avoir accès à des places en garderie. C'est ce que les gens veulent. Puis c'est vraiment là, la responsabilité qu'on a là, de répondre là, aux besoins de nos jeunes puis de nos jeunes familles. Madame Laboutier, on parle de 48 millions en prêts étudiants. Donc, ça peut représenter combien, ça, pour une étudiante ou un étudiant éducateur en petite enfance? Parce que des études en médecine, c'est très cher, mais des études pour être éducateur à l'enfance, là, je pense qu'on ne parle pas de la même marge. En quoi ça va vraiment les attirer à ce moment-là? Ben écoutez, c'est sûr que on a des gens qui ont un intérêt pour aller étudier, pour être éducateurs, éducatrices là, dans des centres de la petite enfance. Donc, d'avoir des programmes qui vont leur permettre de rembourser des frais d'études. Moi, je pense qu'on est là aussi pour encourager les gens là, à pouvoir aller vers les métiers qui leur conviennent, puis puis sur ce qu'ils veulent faire, là, ça fait qu'on ne peut pas comparer. Si quelqu'un veut aller en médecine, ben, s'il y a les notes, il ira. Mais si quelqu'un veut être en service de garde à l'enfance, ben, aidons-le à pouvoir réaliser ses rêves, mais aussi à pouvoir répondre aux besoins des familles, parce qu'on a besoin de place en centre de la petite enfance puis en garderie, mais on a besoin aussi du personnel pour pouvoir s'occuper là, très bien de notre avenir. Parce que c'est ce qu'on a de plus précieux, nos enfants. Mais c'est juste, je me questionne à savoir si, mettons, plusieurs milliers de dollars, quelques milliers de dollars, ça peut vraiment motiver quelqu'un à aller travailler dans une garderie à Sept-Îles, mettons. Ça peut selon vous, ça peut faire une différence au bout du compte? Moi, je suis convaincue que ça peut faire une différence. Parce que vous savez, là, de demeurer en région, là, il y a aussi une qualité de vie avec les gens qui demeurent en région. Et ça aussi, là, ça fait partie des différences pour attirer des gens chez nous. Allô? Vous parlez, le programme de remboursement de frais dentaires, il est entré en vigueur déjà, là? Oui, il est rentré en vigueur, mais on y est allé par tranche d'âge pour en arriver à la fin 2024 à ce que toute la population soit couverte. Actuellement, là, si je ne me trompe pas, là, c'est les 65 ans, 65 ans et plus, là. OK. Donc, à partir de la fin 2024, vous dites que ça va être disponible? Toutes les tranches d'âge, toute la population, là, à partir de la fin 2024, toute la population là, va y avoir accès. Oui. OK, parce que mon dentiste n'a pas l'air de bien au courant encore de comment ça va fonctionner au niveau des remboursements, des tarifs et tout ça, là. Mais je peux vous dire qu'au niveau des ordres professionnels, on l'encourage fortement à parler à son ordre professionnel, Okay. mais les ordres professionnels sont au courant de ce qui se passe, là. Puis les dentistes ont les informations. Il y avait déjà les informations avec les enfants parce que l'an passé, on a donné accès aux enfants là, de 0-12 ans. Et puis, ça fait que c'est... OK. Donc, il y a satisfaction du côté des dentistes?
Oui, oui, je vous dirais, là, où ça Ouais. complique peut-être un peu les choses, c'est qu'on est en pénurie de dentistes. Donc, OK. ça devient un peu plus compliqué, mais on le voit avec au niveau des personnes âgées aussi, là, c'est d'avoir les rendez-vous. Puis, on sait, certains dentistes, là, des gens me disent, là, ça prend 1 an, là, Diane, là, pour avoir accès, 1 an et demi des fois, Mm. là, pour avoir accès à un dentiste. Ça fait que je pense que c'est là où ça va être un peu plus compliqué. Puis de ce que j'entendais aussi, c'est qu'il y a des dentistes qui disent on a déjà de la difficulté à répondre aux besoins de notre clientèle. Donc, d'ajouter des gens, ça complique les choses. Mais écoutez, c'est un travail là, qui va se faire. La pénurie de personnel, c'est partout, là, dans tous les corps de métier. En fait, ma question, vous avez mentionné lorsqu'il était question de la construction de logements que le gouvernement fédéral avait l'intention, entre autres, de mettre de l'avant une réforme du zonage. Bon, corrigez-moi si je me trompe, mais le zonage, normalement, ça relève surtout des provinces et des municipalités. Je me demandais un peu, en fait, si déjà des discussions étaient entamées là-dessus et si oui, sous quelle forme est-ce qu'on pensait justement apporter des modifications au zonage dans différentes communautés? Oui, il y a du travail qui est déjà entamé où on va aider je vous dirais, dans d'autres provinces aussi, là, où pour faciliter là, au niveau du zonage, là, faciliter la construction là, faciliter la construction de logements. Mais puis on voit aussi, il y a des terrains au niveau du fédéral où il y a des discussions actuellement qui se font avec des organisations où ces terrains-là aussi pourraient être accessibles, où on pourrait délaisser des terrains et des bâtiments pour faire en sorte qu'il y ait des constructions là, de logements. Est-ce que c'est des réglementations qu'on vise à changer ou davantage changer des usages Ben, je vous dirais un peu des deux, des réglementations aussi et certains usages. Certains usages, parce quand on regarde des fois au niveau des bâtiments, on a des bâtiments fédéraux qui sont soit dans des centres-villes, qui sont quand même dans des endroits qui peuvent être intéressants là, pour des locataires, parce que souvent, ces bâtiments-là sont construits à proximité de différents services. Donc, si on n'en a pas besoin, puis ce qu'on tente au niveau du fédéral avec le télétravail depuis la COVID, c'est maximiser nos espaces de bureaux. Donc, on a un surplus de bâtiments. Il y a des terrains qui ne nous servent plus. Donc, de pouvoir en faire bénéficier les municipalités, pour nous, là, on va vraiment dans ce sens-là. Là. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.